en regardant Yvonne, demande qui elle est. Et Yvonne, belle comme toujours, avec une belle bouche séduisante, s'excuse pour la présentation tardive. Et Yvonne dit qu'elle s'appelle Lee Yune, capitaine de l'équipe principale de la Guilde Waran. Le protagoniste, habitué au combat, sent qu'Yvonne utilise une compétence de détection sur lui. Et le protagoniste ressent immédiatement qu'Yvonne est très forte. Le protagoniste est direct, et demande à Yvonne si elle veut quelque chose de lui. Et Yvonne appelle le protagoniste un rat, disant que Kang n'a eu aucune peur d'entrer dans un donjon de sa guilde, sans autorisation, et Kang est très irrité d'être appelé un rat. Et il demande à Yvonne si elle a rassemblé toutes ces personnes pour l'attraper et, en provoquant Yvonne, Kang dit que la Guilde Waran n'a rien de mieux à faire et ajoute que le donjon qu'il a envahi était terrible. Il vient à peine de finir de parler qu'une main attrape Kang par le visage, avec beaucoup de force, et nous voyons un garrot très fort, projetant Kang de toutes ses forces contre le sol. Le nerveux dit à Kang de ne pas parler de ce qu'il veut. Et il ajoute qu'un imbécile comme Kang ne peut pas parler mal de sa guilde. De cette façon, Kang devient très en colère, et traite ce gars de salaud, et avec beaucoup de force, il enlève la main du colérique de sur lui. Kang se lève et commence à mettre la pression sur le colérique. Yvonne, regardant la scène, décide de faire quelque chose, et comme la fille est très puissante, elle donne un petit coup de pied léger, un petit coup de pied tout doux au protagoniste. Et Kang s'envole comme une merde. Ça, il l'a senti. Il tombe en ressentant beaucoup de douleur contre l'asphalte. La petite rousse décide de montrer sa supériorité et prépare un coup encore plus fort contre Kang. Et en mettant un peu plus de force, Yvonne écrase le visage du protagoniste contre le sol. Kang n'a même pas eu le temps de réagir, car Yvonne est très rapide. Et Yvonne, imposante au-dessus de lui, dit « Hé, Kang Rougein, je vais te donner un conseil. Tu ne sembles pas être un rang F normal, mais il vaut mieux que tu ne te fasses pas connaître. Avec cette capacité insignifiante, surtout, si cela implique la Guilde Waran. » Et la rousse, après avoir humilié le protagoniste, lui donne un ultimatum, disant que s'il veut vivre longtemps, il devrait écouter son conseil. Et Kang, après avoir pris une bonne raclée, reste au sol tremblant devant le pouvoir de la rousse. Et la belle et séduisante rousse s'en va, laissant Kang humilié par terre. Et voilà notre protagoniste, le visage tout écrasé. Et il est admiratif, car cela fait longtemps qu'il n'a pas été écrasé de cette manière. Ainsi, le protagoniste a deux notes dans son Death Note, Yvonne, et la Guilde Waran. La scène change pour Gemino, qui est très impressionné d'entendre que Kang a été écrasé par Yvonne, de la Guilde Waran. Et Kang demande à Gemino si cette personne est connue, si Gemino sait quelque chose à son sujet. Et Gemino répond, en disant que comment pourrait-il ne pas savoir, elle est l'un des 10 rangs à éveiller du pays, que dans le pays, comme dans le monde, le rang le plus élevé est le rang A, et que la Guilde Waran, avec la Guilde Cash et la Hammer, sont les 3 guildes qui représentent le pays. Et Gemino continue son explication, en disant que ces 3 guildes sont très influentes dans le pays, surtout dans l'économie et la politique. La Guilde Waran est la numéro 1, tant en politique qu'en économie. Gemino est curieux et demande à Kang ce qu'il a fait pour attirer l'attention de la Guilde Waran, dans le premier donjon qu'il a fait. Kang, qui était déjà de mauvaise humeur, traite Gemino de maudit et lui dit « Qu'est-ce que tu veux dire par ce que j'ai fait ?» Kang affirme que lorsqu'il retrouvera ses forces, il sera capable de détruire tout le peloton de la Guilde Waran. Gemino commence à rire, disant que la confiance en soi du porteur est très grande. Et le protagoniste, qui aime bien taquiner, traite Gemino de cocu. Le protagoniste sait qu'il est hors des avantages, même s'il monte de niveau, si le combat a lieu en dehors du donjon, car il ne pourra pas utiliser toute sa puissance. C'est parce qu'il a besoin de cadavres pour utiliser son pouvoir de nécromancien. Le protagoniste change de sujet et offre un cadeau à Gemino. Gemino, appelant le protagoniste grand frère, est étonné de recevoir un cadeau de sa part. Et Kang lui dit d'arrêter de faire semblant d'être surpris, sort une liasse de billets de 5000, et la remet à Gemino en disant que c'est pour ce qu'il avait emprunté auparavant. Gemino est très surpris, et dit que c'est beaucoup, affirmant que le protagoniste doit seulement rendre ce qu'il a emprunté, et dit à Kang qu'il n'en a pas besoin, puisque Kang l'a beaucoup aidé avec ces gars-là. Et Kang, l'appelant salaud, dit que ce n'est pas un problème, qu'il doit juste prendre l'argent. Gemino, prenant l'argent, est très ému, et appelle Kang grand frère. Et Kang dit que c'est pour l'argent qu'il a emprunté, et pour l'hébergement. Gemino est tout en sueur, en comprenant le message du protagoniste, car cela signifie que Kang a l'intention de continuer à vivre chez lui. Gemino demande à Kang s'il n'a pas trouvé sa mère. Kang affirme qu'il l'a trouvée, mais que la maison de sa mère est très petite. Alors, Kang dit qu'il restera chez Gemino, jusqu'à ce qu'il achète une maison pour lui. Et Kang demande pourquoi Gemino pose cette question, ou si l'argent qu'il a donné n'est pas suffisant. Et Kang demande si Gemino a besoin de plus d'argent. Gemino dit qu'il n'a pas besoin de plus d'argent. La question n'est pas l'argent. Gemino, sachant qu'il allait se faire avoir, change déjà de sujet et demande si Kang a changé de téléphone. Gemino est surpris, car le modèle que le protagoniste a maintenant est le modèle le plus récent. Gemino demande s'il peut voir le téléphone et le protagoniste veut confirmer si c'est l'un des bons. Après avoir analysé le téléphone, Gemino dit que c'est le meilleur, et qu'il a la meilleure couleur, le rouge fou. Le protagoniste est étonné et demande « Rouge fou, qu'est-ce que ça veut dire ?»
Genino explique que cette couleur rouge est faite avec de la perle de sang et est très chère. Ainsi, Genino suppose que Kang a gagné beaucoup d'argent. Kang dit qu'il n'a pas acheté ce téléphone, qu'il l'a gagné comme un prix lors d'un événement. C'est un événement unique, c'est là où la vie du vendeur est en jeu. Alors il donne tout ce qu'il a pour ne pas mourir. Et bien sûr, Kang n'a pensé qu'à cela. Il ne l'a pas dit à Gemino. Gemino est surpris et pense que Kang est vraiment très habile. Gemino commence à fouiller dans le téléphone de Prota et trouve plusieurs applications. Tinder, banque. Quand il arrive à l'application bancaire, il est très surpris et demande « Combien as-tu sur ton compte courant ?» Kang dit immédiatement à Gemino de lui rendre son téléphone maintenant et nous voyons que le solde de Kang est de 51 millions de wons, soit 187 000 reais. Kang est stupéfait, car il pensait qu'il n'aurait que 4 millions de wons. En prenant son téléphone, il voit que l'idiot de Sangha a déposé 40 millions, au lieu de 4 millions. La scène change, pour un café, où nous voyons Kang attendre Sangha. Et Sangha demande comment Kang a passé son temps. Kang affirme que seules quelques heures se sont écoulées depuis qu'ils se sont dit au revoir. Donc, il n'a pas besoin de demander comment il va. Et Kang, montrant son solde bancaire, demande à Sangha de s'expliquer. Kang demande à Sangha s'il pense qu'il est un mendiant. Kang a dit qu'il avait juste besoin de 4 gros, et Sangha se demande ce que sont ces 4 gros. Sangha se souvient que Prota adore l'argent, et sait que s'il ne donne pas d'argent à Prota, Prota pourrait faire comme ces personnes qu'il a tuées. Sangha commence à transpirer, et s'agenouille devant Prota devant tout le monde. En criant, Sangha demande à Prota de ne pas le tuer. Kang évidemment ne comprend rien à ce qui se passe et demande à Sangha « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Sangha, toujours en criant, dit qu'il va définitivement rembourser Prota tout ce qu'il doit. Et s'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Les gens autour, voyant cette scène, pensent que Kang est un usurier venu réclamer une dette et tous concluent que Sangha est la personne qui a emprunté de l'argent et n'a pas les moyens de rembourser. Kang, très curieux, ordonne à Sangha de s'asseoir immédiatement s'il ne veut pas mourir. Et le petit chien s'assoit sur le champ. Sangha s'excuse auprès de Prota, disant qu'il n'a vraiment pas 4 milliards à lui donner. Cependant, s'il lui donne un peu de temps, il est sûr qu'il pourra rassembler tout cet argent pour le rembourser. Bien sûr, Prota est stupéfait quand il entend parler de 4 milliards. Et Sangha confirme. Oui, 4 milliards. Et Prota commence à penser qu'il y a définitivement eu un malentendu, car il ne voulait que 4 millions et Kang lui a déjà envoyé 40 millions et maintenant il envisage de lui payer 4 milliards. Alors, Prota a une excellente idée et décide de profiter du malentendu qui vient de se produire. Et le filou de Prota demande à Kang combien de temps il devra attendre pour recevoir son argent. Ce Prota est un filou, mais il ne faut pas lui en vouloir. Il n'est pas si filou que ça. Continuons l'histoire. La scène change pour le matin du lendemain et nous voyons Kang se promener détendu dans un parc. Kang est surpris de voir que Sangha l'attend, comme promis. Et Prota, en regardant Sangha, dit qu'il est de très bonne humeur pour son premier jour en tant qu'esclave. Et Sangha, en souriant, dit qu'être un esclave a ses avantages. Kang regarde Sangha en souriant, pensant qu'il doit être fou. Ensuite, on nous montre ce qu'ils ont discuté l'après-midi précédent, où Prota parle avec Sangha, puisque maintenant il ne peut pas payer les 400 millions, ce qu'il a l'intention de faire. Et Sangha dit qu'il a l'intention de payer, en travaillant pour Prota en formant un groupe avec lui. Kang trouve cela très étrange, puisque Sangha va juste rester dans un coin à le regarder confortablement tuer les créatures. Et Sangha répond en disant que bien sûr que non, qu'il va aussi servir de manager pour Prota, pendant un certain temps. Prota ne comprend pas et demande comment ça, manager. Sangha dit que ce sera comme ça. Il va tout faire pour Prota. Il va faire les réservations des donjons, vendre les pierres de sang, et sera même son Uber. En résumé, il sera quelqu'un comme dans la division de soutien des guildes. Alors Prota dit malicieusement, donc tu vas être un esclave. Et Sangha fait un sourire forcé à Prota. Kang conclut que Sangha veut le payer avec son corps, puisqu'il n'a pas d'argent. Sangha se sent intérieurement comme une merde. Cependant, extérieurement, il sourit et dit que oui, il va le servir avec son corps. Quand j'ai vu cette scène, j'ai pensé que Prota était un grand FDP, puisque ça va être comme ça. Prota est d'accord. Prota dit que Sangha le servira pendant 1 an pour rembourser sa dette. Mais Prota n'est pas si FDP que ça, n'est-ce pas? Il a dit qu'il paierait un salaire à Sangha. Je n'ai jamais vu un esclave qui reçoit un salaire, mais Sangha va donc recevoir un salaire. Ce n'est pas un esclave. C'est plutôt un salarié comme toi et moi. Et Kang dit que Sangha n'a pas besoin de remercier, c'est lui qui devrait remercier. La scène change pour la voiture de Sangha déjà en mouvement et Prota est là, souriant et pensant qu'il allait rendre les 36 millions à Sangha. Cependant, il a obtenu un esclave à la place. Prota dit à Sangha de faire son travail correctement et que 10% de ce qu'ils gagneront reviendra à Sangha. Sangha est si heureux qu'il en pleure presque et Kang interrompt ce moment émouvant en demandant si Sangha a réussi à trouver le donjon dont il a parlé. Sangha répond que oui, qu'il a réussi à réserver le donjon de rang 3, qui a le plus grand nombre de monstres. La scène change. Pour la sortie 3 de la station Mabong. À cette station, un troupeau de rakis, très gigantesque est apparu. Je qualifierais ces rakis de cafards. Ça ressemble à un mélange de cafards et de fourmis. Les deux restent bouche bée devant la quantité de cafards présents à cet endroit. Les cafards n'attaquent pas, sauf si vous en attaquez un. Ainsi, Prota sait qu'après avoir tué le premier
Les ennuis vont commencer, et demande à Senga de rester derrière lui. Kang ouvre sa fenêtre de statut et met tous les points de statut qu'il a en domination, augmentant ainsi le nombre d'invocations qu'il peut faire. En faisant cela, Kang peut maintenant invoquer 19 squelettes et en souriant. Le prota s'exclame qu'il combattra la quantité par la quantité. Le prota a dû sortir une vingtaine de rats morts de sa poche, non, pour invoquer 19 squelettes comme ça. Et c'est ainsi que commence la ferme Bioluto. Le prota passe par tous les étages de la station, en exterminant toutes les créatures et nous voyons le dernier cafard mutant attendre sa fin tragique. Le dernier cafard tremble de peur. Et les squelettes, avec le sang aux yeux, s'approchent pour porter le coup final et il reçoit 3 coups secs en même temps. À cet instant, Senga descend les escaliers en souriant, disant qu'il vient de retirer toutes les pierres des créatures mortes. À l'étage supérieur, le prota dit qu'il a fait du bon travail. Continue comme ça. Maintenant, il doit juste retirer les pierres des créatures de cet étage aussi. Senga est incroyablement étonné, car Kang avait déjà nettoyé tout l'étage. Senga sait que le donjon des cafards mutants prend environ 2 heures à être nettoyé. Et le prota l'a fait en moins de 15 minutes tout seul. Le prota avait déjà dépensé beaucoup de mana, alors il décide de faire une pause et de s'asseoir un peu, et il en profite pour regarder sa fenêtre de statut, car il avait déjà atteint le niveau 7, obtenant ainsi de nombreux points de conquête. Le prota commence à regarder les compétences qui sont disponibles pour lui et voit qu'à partir du niveau 7, il y a beaucoup de compétences, mais elles sont toutes inutiles. Soudain, le prota trouve quelque chose qui attire son attention et finalement, il trouve une invocation qui lui convient. Un mage squelette. Cependant, il y a une restriction de niveau pour cette compétence, et il ne pourra l'utiliser qu'au niveau 10. Mais, comme il a de l'argent, il va l'acheter tout de suite pour qu'au moment où il atteindra le niveau 10, il ait déjà cette compétence. Senga s'approche, en disant qu'il a retiré toutes les pierres de sang des créatures de cet étage et demande si la pierre de retour est apparue. Le prota ne répond pas à sa question, et demande depuis combien de temps ils sont dans ce donjon. Et Senga répond qu'ils sont là depuis 27 minutes. Le protagoniste, en mettant sa main sur le menton, commence à réfléchir, et dit à Senga qu'ils ont loué ce donjon pour 4 heures. Donc, ils vont le nettoyer à nouveau. La scène change. Pour le lieu d'achat des pierres de sang et le vendeur dépose 53 millions de wons sur le compte de Senga. Et Senga remercie. Cela équivaut à 19 000 reais. Alors Senga est là, debout, regardant et pensant 50, 53 millions. Soudain, Senga se rend compte que 53 millions ont été déposés sur son compte et il est si surpris qu'il manque de s'évanouir. Et il reste perplexe, car il a gagné 53 millions en 30 minutes et il calcule rapidement qu'à ce rythme, il pourra rembourser les 400 millions au prota très vite. 10% était pour lui, le reste était pour le prota. Et vous avez vu la quantité d'argent que le prota a gagné en une journée. Senga ne comprend pas, car il a gagné de l'argent, beaucoup d'argent. Il révèle qu'en un an, il a réussi à accumuler 30 millions, en faisant plusieurs donjons et maintenant, en seulement une demi-heure, il a gagné 53 millions. Je vous avais dit que le prota n'est pas ce FDP que nous pensions, n'est-ce pas? Senga, en regardant son compte bancaire, pense que c'est un non-sens. Senga est un visionnaire, car il savait qu'il serait très avantageux de servir le prota. Et maintenant il est beaucoup plus joyeux, car il peut gagner de l'argent comme il n'en a jamais rêvé. Le prota, très souriant, dit à Senga d'arrêter d'exagérer, car il doit encore nettoyer ce donjon cette fois pour qu'il puisse rembourser la dette qu'il doit. Ainsi, le prota dit à Senga de ne pas perdre le focus. Senga ne peut pas cacher la joie qu'il ressent et pense que devenir le gérant du prota a été la chose la plus intelligente qu'il ait faite dans sa vie. La scène change pour le quartier général de la Guilde Hammer et nous voyons quelqu'un seul, en train de faire des heures supplémentaires, au bureau, encore en train de travailler. Et la personne est là, contente, écoutant de la musique, travaillant un peu, moulant le café, parce qu'il sait que c'est très chic de moudre son propre café sur le moment, quand soudain son téléphone sonne et il répond en disant « Allô, ici le leader du groupe 4, Jung, Mi-Jong, que nous appellerons Michel. » Et la personne de l'autre côté s'identifie comme Raima. Laisse-moi penser à un nom pour lui, parce que Raima, ça ne va pas du tout. Raël, son nom sera Raël, et Michel demande quel est le problème et nous voyons Raël au téléphone, disant qu'il a quelque chose à signaler d'urgence et Raël informe que 2 personnes ont réservé un donjon pour 4 heures et informe que les personnes qui ont réservé sont très sérieuses. Et Michel dit que des gens meurent dans des donjons tout le temps. Et Raël répond « Non, non. Ce n'est pas de ça que je veux te parler. » Raël informe que les personnes ont nettoyé le donjon à la perfection, mais que leur nettoyage est anormal. Il dit qu'ils ont nettoyé le donjon la première fois en 30 minutes, la deuxième fois ils ont pris 11 minutes et maintenant, la troisième fois, ils ont pris seulement 9 minutes et 47 secondes pour compléter un donjon. Soudain, Michel entend des cris dans le bureau où se trouve Raël et quelqu'un dit « J'ai gagné ». Et tout de suite, les 3 employés de la Guilde Hammer qui étaient dans ce bureau en train d'observer le prota parier sur le temps que le prota mettrait pour nettoyer ce donjon et le gagnant avait dit qu'il le ferait en moins de 10 minutes. Après ce désordre, Raël parle à son chef pour savoir s'il ne serait pas une bonne idée d'enquêter sur leur vie. Quand Raël dit qu'ils sont de rang F, Michel est surpris et dit « Rang F ». Aussitôt, il allume l'ordinateur et commence à rechercher des informations sur la vie du prota. Michel n'en croit pas ses yeux et commence à se demander ce qui se passe. Il se rend compte que le prota ne s'est enregistré qu'hier et que Senga s'est enregistré il y a 2 mois.
Il est encore plus surpris de voir qu'il nettoie un donjon de niveau 3, alors qu'ils sont éveillés depuis peu de temps. S. Bien sûr qu'ils ne sont pas de rang F. L'évaluation est erronée et est très loin de la réalité. Michel conclut qu'au minimum, ils sont de rang C. Michel ne sait pas que c'est seulement le prota qui nettoie. Michel sait que les individus qui manifestent la capacité de rang C dès le début, il sait qu'ils grandiront certainement beaucoup et deviendront à rang très élevé. Et avec tout cet enthousiasme, Michel part rapidement pour essayer de recruter le duo. Et de nouveau, la scène change pour le quartier général de la guilde Varan et nous avons une image du prota sortant d'un autre nettoyage de donjon. La personne qui observe affirme que c'est la personne qui a envahi leur guilde et on lui demande qui est la personne à côté du prota sur la vidéo. L'employé dit que c'est Singa, âgé de 21 ans. Cependant, Singa n'est qu'un mage de rang F, qui utilise des boules de feu et ne sait pas chanter de petites chansons pour infliger plus de dégâts. Alors, la personne assise dit que Kang est certainement la force principale de ce groupe, et ils observent Kang, un nécromancien de rang F qui parvient à nettoyer un donjon de rang 3, avec une vitesse incroyable. La personne assise demande à Yvonne ce qu'elle pense du prota, et Yvonne affirme qu'elle pensait qu'il n'était pas un rang F normal, mais qu'il n'est pas à ce niveau. Et Yvonne ajoute en disant que Kang est certainement de rang C. Cette scène avec Yvonne était vraiment classe, n'est-ce pas? Le penseur dans la salle conclut qu'il a pu se passer deux choses. La première est que Kang a délibérément caché son rang lors de l'évaluation et la seconde, et qu'il pourrait évoluer à une vitesse incroyable, et Yvonne demande s'il a déjà vu une évolution aussi grande dans sa vie. Et elle ajoute que même s'il est un éveillé de rang F, il a essentiellement grimpé de 2 ou 3 rangs en une nuit, et la personne dit qu'il y a déjà eu un cas similaire dans le passé. Il y a eu un éveillé qui a évolué du rang F au rang A, de manière très absurde également. Et il dit qu'Yvonne connaît cette personne, car il est l'éveillé numéro 1 de Corée et le nom de cette personne est King Kang-Chu. Et Yvonne, souriante, dit que c'est incroyable, mais qu'il ne peut pas se comparer à King Kang-Chu. Et la personne, qui est très intelligente, d'ailleurs, dit, qui sait, ça ne coûte rien de jeter un coup d'œil, ça ne fera pas de mal. Enfin, on nous montre le visage de la personne. Il ordonne de suivre le prota, car il va personnellement convaincre Kang. Et enfin, on nous montre son nom, Maître Lisan, propriétaire de la guilde Varan, que nous appellerons Sang. La scène change pour montrer le prota, brisant le 4e mur et nous demandant, à nous qui regardons la vidéo, si nous sommes fatigués. Nous ne le sommes pas, mais Singa est assez fatigué et boit beaucoup d'eau. Et le prota demande à Singa combien de temps il reste. Singa dit qu'il reste environ 12 minutes. Kang pense qu'il a 4 millions de wons de profit, mais je pense qu'ils ont fait une erreur dans cette image car ce serait 4 milliards de wons, pas 4 millions, puisque Singa, qui est Singa, si vous regardez le carnet là à côté, il a 373 millions de wons et le prota a 9 fois cette somme. Alors, Kang pense que c'est déjà suffisant pour qu'il achète une maison pour Soa et sa mère. Le prota se lève et appelle Singa. Le prota informe Singa qu'à partir de maintenant, toutes les pierres de sang qu'il extraira seront à lui. Et le prota informe également qu'il va encore marquer des pierres de sang pour qu'il soit plus efficace dans l'extraction des pierres de sang. Singa ne comprend pas, et le prota explique plus en détail. Kang dit qu'à partir de maintenant, toutes les pierres de sang seront à Singa. Tout ce qu'il extraira sera pour lui. Le prota prend une profonde inspiration et dit on accélère le rythme, et il part en trombe, car il a l'intention de battre le record et de nettoyer cette mine. Singa n'en revient pas et appelle son grand frère. Si vous regardez bien, le prota a toujours ce fameux pied de biche qu'il a trouvé dans ce premier donjon et il passe à grande vitesse, tranchant d'innombrables cafards. Alors, Singa décide de nous donner un cours sur comment extraire une pierre de sang. D'abord, donner un coup de couteau précis à la nuque du cafard, puis, avec les deux mains, séparer la tête du corps. Après cela, il suffit d'extraire la pierre de sang, et c'est fini. Singa est complètement épuisé et se dit que même si l'argent est important, il pense qu'il pourrait mourir s'il continue comme ça. Causant jusqu'à ce que ses forces s'épuisent. Et il pense encore qu'il n'a jamais entendu dire que quelqu'un est mort en creusant pour des tiers de sang. Il y a encore beaucoup de cafards par terre, mais Singa demande une pause. Il demande à Kang s'ils peuvent se reposer un peu. Kang dit que oui et ouvre sa fenêtre de statue. Soudain, une blatte curieuse apparaît sur le dos du protagoniste. Le protagoniste est là, regardant sa fenêtre de statue. Et cette blatte curieuse reste sur son dos. Elle ressemble à cette voisine curieuse. Kang en avait déjà assez de la voisine commère, et décide de trancher la petite bête. En tuant cette dernière blatte, une notification du système apparaît indiquant que Kang est au niveau 10, car maintenant, il peut choisir la classe qu'il veut être. Kang regarde et hésite, trouvant cela très étrange, car la classe de nécromancien n'apparaît pas, pour qu'il puisse la choisir. Et quand il est allé à Alf, il y avait aussi un choix de classe lorsqu'il atteignait le niveau 10. Le protagoniste met du temps à choisir la classe qu'il veut être. Soudainement, plusieurs fenêtres de notification apparaissent pour le protagoniste. Le système commence à analyser quelle serait la meilleure classe pour le protagoniste. Ce tirage est automatique et le système choisit la classe guerrier pour le protagoniste. Ainsi, le système accorde le privilège de la classe guerrier et donne une arme au protagoniste. Kang est surpris et trouve cela très inopportun, car il est le nécromancien. Comment le système a-t-il pu choisir la classe guerrier pour lui? Le système aurait définitivement
dû choisir une classe de mage, car un mage serait mieux pour combiner avec sa classe de nécromancien. Le protagoniste a maintenant 2 classes, car il a passé son temps à découper les créatures avec un pied de biche et à se battre au corps à corps tout le temps. Le système a compris que la meilleure classe pour lui serait guerrier. Une barre de métal apparaît devant le protagoniste comme sa récompense pour la classe guerrier. Quand le protagoniste prend la barre de métal, il ressent une grande force et une connexion très forte. En lisant la description, le protagoniste voit que c'est un bâton en métal. Cependant, cette arme est un peu cheatée, car à mesure que le protagoniste évolue, elle évolue aussi. De plus, il n'a pas besoin de porter l'arme, elle reste dans un endroit spécial, il lui suffit de l'invoquer pour qu'elle apparaisse dans sa main et s'il la renvoie, elle retourne dans la dimension où elle est gardée. Maintenant, oui, le protagoniste est tout joyeux, car il a une arme qui va évoluer avec lui, et Caen est très impatient de voir ce qu'elle va devenir après cela. Comme le protagoniste a 2 classes, il obtient 2 privilèges. Le premier était celui de guerrier, et maintenant c'est celui de nécromancien. Tous les 10 niveaux, il a un privilège par classe. Il existe 7 pierres de démons scellés et tous les 10 niveaux. Le protagoniste recevra une pierre de démon scellé. Ces démons scellés sont beaucoup plus forts que les squelettes que le protagoniste invoque. Dans les figures que je vous montre, seuls 6 démons scellés apparaissent. Un 7e ne peut pas être identifié. Mais si, c'est possible. L'histoire est complètement inversée dans ce chapitre. Je me bats pour la remettre en ordre pour vous. Maintenant, j'ai trouvé le 7e démon. Le protagoniste est très curieux, car il ne sait pas quel démon va sortir du sceau et ainsi il ordonne au sceau de libérer. Une magie très puissante commence à émerger lors de la libération du sceau. Alors nous voyons des ailes de démon, de beaux yeux et une bouche parfaite. Et le protagoniste est surpris et dit « C'est toi ?» Et nous voyons Didi, une très belle diablotine. Billy a les yeux pleins de larmes et demande « Maître, c'est vous ?» Où êtes-vous allé? Billy dit qu'elle a beaucoup manqué à Caen, et lui saute dans les bras. Caen demande à Bibi ce qui s'est passé, car il pensait qu'elle était restée à Alf. Bibi explique qu'après la disparition du maître, toutes les invocations sont restées piégées dans la salle du sceau et Caen devient très pensif, car il pense que ces invocations sont venues dans cette dimension avec lui. Bibi était encore accrochée au cou de son maître, quand soudain, elle sent une odeur très étrange et l'odeur devient de plus en plus forte. Comme Bibi est une diablotine, ses sens sont très aiguisés et elle reconnaît l'odeur, et dit « Quelle est cette odeur, maître ?» Vous la sentez? Caen a dit qu'il ne sentait aucune odeur et Didi explique qu'elle sent chez ces insectes l'odeur des petits de Trinity. Le protagoniste est choqué en entendant le nom de Trinity et il nous est expliqué que Trinity est un démon venu d'une dimension inconnue, et qu'il a réussi à détruire 90% de la planète Alf. Et Caen, bien qu'il n'ait pas combattu Trinity personnellement, a combattu d'innombrables enfants de Trinity qui sont venus sur son territoire, Ardor. Son territoire était comme un pays. Malheureusement, le protagoniste conclut que Trinity veut aussi envahir la Terre. Autrement dit, Trinity a déjà commencé son invasion de la Terre. Ainsi, Caen est certain que la raison pour laquelle les donjons apparaissent est entièrement due à l'influence de Trinity. La scène change. Nous voyons Ao dire à Michel que ces gars qui étaient dans le donjon ont réussi à gagner 400 millions de yuan rien qu'aujourd'hui. Et Ao, qui n'est pas élayé, dit que s'il était aussi fort, il raiderait aussi un donjon. Soudain, Caen et Singa sortent du donjon et sont abordés par Michel, qui les remercie d'avoir aidé à nettoyer le donjon. Michel demande s'il peut prendre un peu de leur temps, avec un petit sourire effronté sur le visage. Il dit que ça va être rapide. Le protagoniste l'ignore complètement et dit qu'il n'a pas le temps et continue son chemin. Michel reste à distance, suppliant, demandant qu'ils attendent. S'il vous plaît. Le protagoniste s'arrête et demande ce qu'il y a et parle à Michel parce qu'il a demandé s'il pouvait interrompre, puisqu'il allait interrompre de toute façon. Et Michel, en bon vendeur, commence à sourire, mais à l'intérieur il se dit « ce type est un fou ». Michel s'excuse auprès du protagoniste et dit qu'il a dit beaucoup de choses inutiles. Alors, Michel se racle la gorge et se prépare à essayer de convaincre le protagoniste de rejoindre sa guilde. Michel a compris qu'avec le protagoniste, il faut être direct, alors il va droit au but et remet la carte de la guilde amant en disant qu'il veut recruter les deux pour la guilde amant. Caen dit simplement « Non, je n'ai pas envie, d'accord. Au revoir ». Il tourne le dos et s'en va. Michel, quant à lui, devient désespéré et leur dit d'attendre, car il ne connaît pas la guilde amont. Ne sait-il pas que c'est l'une des plus grandes guildes du monde? Le protagoniste dit qu'il connaît, et sait que la guilde âme est l'une des 3 meilleures guildes de Corée. Michel est très heureux que le protagoniste connaisse déjà la guilde âme. Et ainsi, une fois de plus, il essaie de remettre la carte de la guilde au protagoniste et avertit Kang qu'il traite très bien les personnes talentueuses dans sa guilde. Et il ajoute que s'ils rejoignent la guilde, ils fourniront les meilleurs moyens pour qu'ils montent de niveau plus rapidement. Le protagoniste regarde bien Michel dans les yeux et dit « Écoute, je me sens vraiment comme de la merde en ce moment. Est-ce que tu pourrais me laisser tranquille ?» Le protagoniste pensait avoir échappé à l'enfer en laissant cette planète derrière lui. Mais il semble qu'il y ait un autre enfer sur Terre aussi. La scène change. Pour un nouveau jour et nous voyons la mère du protagoniste, très étonnée, demander « Qu'est-ce que c'est ?» Et nous voyons un vendeur présenter la maison et dire qu'ils peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent pour tout regarder dans la maison. Kang est en train d'acheter une très belle maison pour sa mère et la petite Soa, est très heureuse car il y a un jardin devant. La mère de Kang demande comment ils vont vivre dans cette maison,
puisqu'ils n'ont pas d'argent pour l'acheter. Et il dit, qui a dit ça? Et il montre son téléphone portable avec un compte bancaire très bien garni. Elle est très surprise, et demande où il a obtenu tout cet argent. Kang, avec un sourire sur le visage, dit à sa mère qu'il est un éveillé et elle est surprise et dit, éveillé. Tu as gagné cet argent dans un donjon? Ça, c'est une vraie mère. Elle ne s'est même pas souciée de l'argent. La première chose qu'elle a dit est, c'est très dangereux, mon fils. Depuis quand fais-tu ça? La mère de Kang dit que son père est mort dans un donjon. Donc elle ne peut pas le laisser entrer dans un donjon. C'est ça. Et notre histoire est terminée. Tout le monde est mort. C'est fini. Parce que sa mère l'a interdit, c'est interdit. Au revoir. Le protagoniste reste là, à essayer de convaincre sa mère en disant qu'il n'est pas si faible. Il dit que les créatures du donjon sont comme des fourmis écrasées par lui. La mère, qui est une super maman, dit, même ainsi, tu ne peux pas. Heureusement pour lui, Soa est apparu et dit, maman, la maison a un jardin devant, donc, tu vas devoir tenir ta promesse. Maintenant, je veux un chien. Ainsi, la mère consent et dit que tout va bien et le protagoniste est là. Maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je suis très fort. Je vais compenser maman, tout le travail que tu as fait. À partir de maintenant, il suffit de croire en moi. Et ainsi, la mère du protagoniste est d'accord. La nuit est tombée. Et ainsi, la scène a changé, et nous voyons le protagoniste invoquer Bibi, lui ordonnant d'apparaître. Bibi fait un effort pour apparaître, mais, pouf, elle disparaît. Le protagoniste ordonne à nouveau, Bibi, sors vite, et elle essaie de sortir, avec encore plus de force. Et l'esprit de Bibi s'enfuit quelque part, et le protagoniste reste simplement à observer. Le protagoniste ne comprend pas ce qui se passe, car l'attitude de Bibi est très étrange. Soudain, de jolies petites pattes sont visibles, et Kang, regardant ce chaton mignon, demande, c'est toi, Bibi? Le protagoniste, regardant ce chaton, demande à Bibi pourquoi elle est devenue un chat. Bibi affirme qu'elle n'arrive pas à apparaître avec son corps original. C'est pourquoi elle a dû utiliser le corps d'un petit mammifère. Kang réfléchit et pense qu'elle ne peut venir sous sa forme originale que dans un donjon, mais il ne sait toujours pas pourquoi. Kang demande si elle ressent l'énergie de Trident. Bibi parle et dit qu'elle ne ressent absolument rien. Bibi dit que la seule chose qu'elle ressent est une odeur de paix, une odeur très agréable. Kang se demande comment le démon peut aimer l'odeur de la paix, et se demande si le pouvoir de Trident n'a pas encore atteint la réalité de la Terre. Le protagoniste est là en train de s'occuper de Bibi, quand soudain, une personne apparaît derrière lui et demande s'il s'occupe des chats errants. Le protagoniste se retourne rapidement pour voir qui s'approche de lui et la personne se présente. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis le chef de la guilde Varan. Lis du sang? Mais vous pouvez m'appeler Sandu. Et Sandu demande au protagoniste s'ils peuvent discuter un peu. Tout le monde veut parler avec le protagoniste. Et Singa reste là avec un air ahuri, assis, attendant que la conversation se termine. Singa dit qu'il n'arrive pas à comprendre le protagoniste. Et la scène change pour l'intérieur de la voiture de Singa. Il demande à Kang pourquoi il a refusé l'offre de la guilde. Y a-t-il une raison? Et le protagoniste dit qu'il a refusé parce qu'il ne veut pas. Il ne veut tout simplement pas. Kang a dit qu'il déteste recevoir des ordres des autres. C'est pourquoi il a refusé l'offre. Et Singa a dit que maintenant cela a du sens. Maintenant, il a compris. Singa a dit que ni la guilde mondiale meurt, ni la guilde Varan ne sont rien pour lui. Le protagoniste est vraiment incroyable. Puisqu'il a refusé l'offre de la guilde Hammer pour une telle raison. Singa est très content, car il a déjà plus d'1 million sur son compte. Et très bientôt, il va trouver la fille mignonne de ses rêves. Y a-t-il quelque chose d'écrit là? Mignonne qu'il est dans le Singa? Il gagne un demi-million de reais par semaine. Singa fait son plan de vie. Et, à partir de maintenant, il a l'intention de suivre le protagoniste où qu'il aille. Et un vendeur arrive en s'excusant auprès de N. Maillot de bas. Et il montre un contrat d'achat à Singa pour qu'il le signe. Et il dit, bien sûr, je veux acheter maintenant. J'ai l'argent pour payer comptant. La scène change pour la conversation que le protagoniste a eue avec le chef de la guilde, Varan. Sam s'excuse auprès du protagoniste. Il dit qu'il a appris qu'il y a eu un conflit entre lui et Yvonne. Et le protagoniste dit, Yvonne? Bien sûr, il a oublié le camion qu'il a renversé. La délicieuse Yvonne l'a renversé de toutes ses forces et lui a marché sur le visage avec toute sa force. Et j'ai demandé en mariage une femme forte, ainsi, elle sera ma femme. Sam dit qu'Yvonne est sa petite sœur, et qu'elle a un tempérament un peu fort. Elle est un peu éducée. Il dit qu'Yvonne se soucie beaucoup de la guilde. Et, comme il était incertain de prévenir, elle a un peu exagéré avec lui, alors Sam dit qu'il voulait trouver un moyen de compenser le protagoniste. C'est pourquoi le protagoniste, qui est encore un peu échauffé, dit que ce n'est pas nécessaire. Et, comme il est direct, il va droit au but. Il demande quelle est la véritable raison de cette rencontre. Sam sourit, un peu gêné, et dit qu'il a compris ce qu'il veut. Sam dit qu'il l'observe depuis un jour et qu'il raide à une vitesse incroyable. Et cela a attiré l'attention de sa guilde. Et basé sur la vitesse à laquelle il a raidé aujourd'hui, il est certainement, au minimum, avancé. Alors, Sam est sûr que le protagoniste deviendra un rang élevé, très bientôt. Et le protagoniste a vite compris, car après la guilde Hammer, c'est maintenant la guilde Varan qui essaie de le recruter. Et ainsi, le protagoniste dit, alors vous essayez de me recruter. Et Sam dit que c'est ça, s'il vous plaît, rejoignez la guilde Varan. Et il promet que Kang aura le meilleur traitement pour son niveau, qu'il aura les meilleures positions et recevra un traitement adéquat pour ses capacités. Le protagoniste, en entendant cela, dit, le meilleur traitement pour mes capacités? Alors, le protagoniste qui n'aime pas recevoir d'ordre de qui que ce soit, demande, alors, si je te bats en duel, tu me donneras ta position de leader? Et Sam commence à rire et dit que le protagoniste est très confiant. Comme le disent les rumeurs. Sam dit que ce n'est pas possible, car il ne dirige pas la guilde en se basant sur la force, puisqu'il est seulement un éveillé. Rang B. Si c'était par la force, ce serait certainement sa sœur. Car elle est une éveillée de rang supérieur.
C'est pourquoi, même si tu me bats, je ne pourrai pas te céder ma position de leader. Le protagoniste se lève et commence à quitter les lieux en disant que, de toute façon, il n'est pas intéressé à appartenir à une guilde. Sam pose une question très intrigante au protagoniste. Il lui demande s'il sait, par hasard, pourquoi les donjons apparaissent. Sam dit que cela fait déjà 5 ans que les donjons sont apparus. Et en ces 5 ans, personne sur Terre n'a rien découvert. Cependant, quelque chose se passe avec le donjon. Chaque jour, des donjons plus puissants apparaissent et les monstres deviennent de plus en plus forts. Cependant, l'humanité est obsédée par les pierres de sang et ne pense qu'à faire du commerce avec elles, au lieu de surveiller les donjons. Et Sam conclut en disant que si cela continue, ce ne sera pas seulement la Corée, mais aussi le monde entier pourrait être anéanti par les donjons. Et il dit qu'il rassemble des éveillés pour pouvoir empêcher que cela se produise. Et Sam dit que son destin est de protéger le monde contre les donjons. Et il demande pour la 3e fois, s'il vous plaît, que le proto l'aide. Avec cela, la scène change pour la guilde Hammer et nous voyons quelqu'un manipuler un ordinateur. Nous découvrons que c'est Raoul qui observe quelque chose. Il se rend compte que la journée est devenue tendue, que là où lui et Nichelle se trouvent, c'est très tendu, car ils n'ont pas réussi à recruter le prota. Sam fait ses devoirs, en fouillant dans la vie du prota et il est très étonné de ce qu'il a vu. Et il dit à Nichelle qu'ils viennent de faire une réservation pour la station-ci. Nichelle est très en colère, il dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec ce gros salaud et demande pourquoi Raoul parle de lui si tôt. Nichelle dit, et alors s'il est fort, il n'est qu'un rang inférieur, et Raoul? Il parle. Chef, ici c'était un donjon 4 étoiles. Nichelle en arrive à s'étouffer avec un café et arrive immédiatement au volant. Oui Al. Et il demande, ils vont seulement à 2 dans un donjon 4 étoiles? Et Al dit, oui, c'est ça, seulement à 2. Et Nichelle dit que ces gars sont vraiment fous. Nichelle regarde et pense, ils ne savent pas qu'un rang F ne peut pas rentrer dans un donjon de rang 4? Ils ne peuvent entrer dans ces donjons qu'avec des mineurs ou du personnel de soutien. Puisqu'ils ne connaissent même pas les bases, ils ne sont certainement pas des personnes qui cachent leur rang. Et oui, ce sont des novices. En regardant la photo du duo, Nichelle se demande quel type de compétences ils possèdent. Pour prendre le risque d'un donjon 4 étoiles, Michel commence à penser à une stratégie et parle à Singa. Nous avons un donjon 4 étoiles dans cette région, n'est-ce pas? Singa confirme que oui, mais elle est juste là tout près. Nichelle ordonne à Singa de libérer l'agenda de ce donjon. Il veut qu'il soit libre toute la journée. Al ne comprend pas et demande à Nichelle, tu n'as pas dit que nous allions abandonner ces deux-là? Nichelle, avec un petit sourire sur le visage, dit, bien sûr que non, nous allons tout donner contre eux. Apprends avec moi, novice. Si tu veux attraper un gros poisson, tu dois utiliser un très gros appât. La scène change pour une très belle BMW. C'est la voiture que notre ami Singa a achetée. Et le protagoniste trouve cette voiture très élégante et très belle. Singa dit qu'il se sentait mal, car son ancienne voiture était très petite et un peu inconfortable. Kang a montré qu'il s'y connaît en voiture et demande, cette voiture, c'est celle-là, je ne sais pas, celle qui est bien? Le protagoniste est tout émerveillé, regardant le tableau de bord de la voiture. Et Singa pense juste, est-ce que mon patron est fou ou a vécu dans une grotte? Car il ne sait même pas ce qu'est une BMW. Et ainsi, Singa dit qu'il fera de son mieux pour conduire pour le prota. Le protagoniste dit qu'il va être dur et qu'ils vont beaucoup travailler aujourd'hui. La scène change pour la station 3. Et la guilde de la station est en train de parler avec Singa, disant que c'est impossible. 2 personnes de rang F faire un donjon de niveau 4, c'est interdit. Et Singa dit que tout va bien, car ils en prennent la responsabilité. Et le garde dit que ce n'est pas une question de responsabilité, mais qu'il ne peut pas, que c'est interdit. Singa a commencé à jouer dur, a commencé à supplier, supplier, supplier. Et la guilde du donjon dit, si vous voulez vous tuer, jetez-vous dans la rivière, et, de toute façon, vous ne pouvez pas entrer. Vous connaissez cette blague du N? Singa dit, non, il répond, c'est ça, N qui t'aime, le haut de nom. Singa marche en direction de Kang. Tout abattu, et dit qu'il n'a pas réussi à convaincre le petit garde, que, malheureusement, il ne pourrait pas entrer dans ce donjon. Et il s'excuse, car il aura dû chercher. Mieux, Kang dit, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen. Appelle l'association, et reprogramme. Pour demain, dans un autre donjon de niveau 3, soudain, une personne apparaît près de Kang et dit, mon Dieu, quelle coïncidence de vous voir ici à nouveau. Ça doit être le destin. Désolé de m'initier encore une fois, mais y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec vous? Vous avez l'air raphasié? J'adorerais vous aider. Et Nichelle sourit et demande si c'est d'accord, bien sûr Kang est sec et direct, il dit destin. Pas de destin, vous saviez sûrement déjà quelque chose. Et Kang fait semblant d'avoir mordu à l'hameçon et dit comment comptez-vous nous aider? La scène change pour le terminal de la station 11. Et Nichelle demande au duo s'il ne savait pas que les donjons de 4 étoiles sont réservés au groupe de rang C. Ou ainsi, juste une remarque. Quand je parle du donjon de 4 étoiles, niveau 4 ou rang 4, c'est la même chose, revenons à l'histoire. Nichelle dit que ce donjon de niveau 4 appartient à leur guilde, et il précise qu'il a annulé toutes les réservations, donc. Ils peuvent utiliser ce donjon à volonté. Le protagoniste, très cynique, dit qu'il est très gentil et que rien n'est gratuit dans ce monde. Et Nichelle, encore plus cynique, dit que non, c'est juste un signe de bonne volonté. Et qu'il va aussi s'occuper de leur rang, qu'il va augmenter leur rang au niveau C, pour qu'ils puissent être à l'aise dans ce donjon. Le protagoniste, très cynique, dit que puisque c'est dit, alors je vais être reconnaissant. Nichelle commence à flatter le protagoniste et dit qu'il a une personnalité rafraîchissante. Nichelle leur dit d'attendre un peu avant d'entrer, car il a préparé quelques cadeaux à leur offrir.
Il va jusqu'à la voiture et dans le coffre se trouvent tous les cadeaux qu'il prévoit pour la double intention. Nichelle commence à penser à voix haute et dit qu'il est clair, qu'il n'y a pas de repas gratuit. Il a l'intention de laisser Kang avec une grande dette de gratitude. Il sait que, même si Kang est un éveillé de rang élevé, il est encore un garçon de 24 ans. Tu ne sais pas, Nichelle, que le protagoniste a déjà vécu 44 ans. Raoul, très souriant, dit que le protagoniste semble complètement différent d'hier. Et Kang ne comprend pas et demande, comment ça? Raoul dit qu'il était très effrayé en lui parlant hier. Et le protagoniste dit qu'hier il était de mauvaise humeur, mais aujourd'hui il va mieux. Et il se souvient pourquoi il était de mauvaise humeur, car Bibi lui a dit que Trident essaie d'envahir la Terre. Aussi. Alors, Raoul demande au protagoniste, puisque tu es de bonne humeur, que dirais-tu de sortir, boire un verre? Et Kang trouve que c'est une excellente idée. Raoul montre qu'il est plein de malice. Il veut que le protagoniste signe ce contrat avec la guilde à tout prix. Il a l'intention de saouler le protagoniste avec de la cachaça et ensuite le faire signer un contrat très désavantageux pour lui. Singa, de loin, observait cette conversation, où elle fixe un lieu pour rencontrer le protagoniste, pour ensuite sortir boire un verre. Singa sait que ces gars-là perdent leur temps, car il sait, peu importe combien il flatte le protagoniste, il ne veut personne pour lui donner des ordres et, pour cette raison, il ne rejoindra certainement aucune guilde. Nichelle marche rapidement dans la direction où se trouvait le protagoniste et est très surpris. En constatant que le pilote n'est plus là, il demande à Al où ils sont allés, et Al informe qu'ils sont déjà entrés dans le donjon. Michel commence à trembler. Et il demande pourquoi ils sont entrés. Je n'ai pas dit que j'allais apporter un cadeau? Et Al dit, pourquoi ne leur remets-tu pas le cadeau après qu'ils aient nettoyé le donjon? Tu ne peux pas leur donner le cadeau après qu'ils soient sortis. Michel jette les cadeaux par terre, et la bouche s'ouvre. Et Al voit ce qu'il y a à l'intérieur et dit, c'est ça? C'est un kit de survie de base pour un portail de niveau 4 ou supérieur. Michel demande à Al combien il pense que 2 éveillés de rang F savent sur un portail de rang 4. Le rang recommandé pour entrer dans le donjon de 4 étoiles est un groupe composé de plusieurs éveillés de rang D. Et avoir le leader avec le rang C. Michel c'est que Kang est un rang F à l'extérieur, mais par la vitesse à laquelle il nettoie les donjons de tiers 3, il va, certainement, réussir à tuer les monstres de ce donjon. Mais l'organisation des donjons de haut niveau, qui vont du tiers 4 au tiers 6, est très différente des donjons de bas niveau. S'ils entrent sans information et sans équipement de survie de base, ils mourront certainement. Et cela, il en est certain, car tout éveillé serait incapable de sortir vivant d'un donjon de tiers 4 ou plus. Après cela, Michel désespère. Et il réalise qu'il a fait une bêtise en les laissant entrer dans le donjon. Il sent que ce n'est pas une démonstration de bonne volonté, mais qu'il les envoie pratiquement à la mort. Plutôt, la scène change pour l'intérieur du donjon, où le protagoniste est très confus. Il demande à Singa si c'est vraiment un donjon de niveau 4, car les monstres ici sont très communs. Et Singa ne sait pas quoi répondre, il dit qu'il n'est pas sûr, et pense qu'il pourrait y avoir des donjons de niveau 4 plus faciles et d'autres plus difficiles. Le protagoniste et Singa commencent à chercher la pierre de retour, et ne trouvent rien, seulement les corps des monstres qu'ils ont tués. Les rats géants mutants. Et Singa est très effrayé qu'il n'y ait aucune pierre de retour là-bas. Khan pense qu'il n'a pas trouvé la pierre de retour parce que ses compétences de recherche sont très faibles. Encore. Ainsi, Khan et Singa retournent au début du donjon pour voir s'ils trouvent la pierre de retour. Avec beaucoup de paix et de tranquillité, ils marchent dans les couloirs, et Khan se demande pourquoi il n'y a aucune pierre de retour à cet endroit. Singa informe que l'entrée du donjon est juste là devant. Et il est très surpris et reste même sans voix. Prochain. En regardant le portail devant eux, il a une idée de pourquoi la pierre de retour n'est pas encore apparue. Le donjon n'est pas terminé. Singa demande s'ils doivent entrer là. Et le protagoniste affirme qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ils devront entrer. Le protagoniste commence à sourire et dit « C'est pour ça que ça semblait facile. Car le vrai jeu va commencer maintenant. » Et les deux, sans aucune peur, entrent dans le portail. Kang est le premier à passer. Et Singa le suit de près. Ils réalisent qu'ils ont été téléportés dans une autre dimension. Où se trouve une très belle forêt. Beaucoup d'arbres. Singa, très embarrassé, appelle le protagoniste et Kang demande pourquoi Singa est nu. Il demande pourquoi Singa a enlevé ses vêtements. Kang pense que ses yeux vont pourrir, après avoir vu cette image. Singa, pleurant et embarrassé, dit que le protagoniste est aussi nu. Et rapidement, le protagoniste comprend ce qui s'est passé. Il dit que seuls les corps ont été téléportés. Les vêtements sont restés derrière. Nu, dans une forêt tropicale, tout est en place pour que ça fonctionne. Je n'ai pas aimé cette scène. Ça aurait pu être 2 femmes dans cette scène nue. Mais 2 hommes, ce n'est pas drôle. Et dans cette scène ridicule, le protagoniste dit que c'est la véritable entrée du donjon. Ça aurait pu être une alpha à forte poitrine, 2 elfes à forte poitrine. Je vais mettre une elfe, pour contrer cette image. Cette elfe n'a rien à voir avec l'histoire. Le protagoniste est impressionnant et ouvre sa fenêtre pour en sortir plusieurs vêtements. Singa est très surpris et demande combien de compétences. Le protagoniste a-t-il? Auparavant, Singa avait demandé comment le protagoniste sait manipuler l'espace dimensionnel. Et Khan ne regarde même pas cette scène grotesque et ordonne de mettre les vêtements. D'abord, la dernière fois que quelqu'un a regardé par-dessus l'épaule du protagoniste, quand il manipulait sa fenêtre de statue, cette personne est morte. Le voisin cafard est mort. Arrête de lorgner les affaires des autres, Kang. Il pense qu'actuellement il est au niveau 10 et, grâce à l'attribut de sa vie passée, ses attributs en tant que niveau 10 sont très élevés. Mais il sait qu'il doit progresser avec prudence, car maintenant il est dans un donjon de niveau 4. Car il a nettoyé les autres donjons en utilisant uniquement sa nécromancie.
Mais maintenant, dans un donjon de niveau 4, il sait que ça va chauffer. Ainsi, il commence à attribuer des points aux compétences de guerrier qu'il n'a jamais utilisées et a appris de nombreuses compétences de guerrier, comme vous le lisez. Alors, le protagoniste décide d'utiliser ses compétences de la classe guerrière. Soudain, on entend un grondement et quelque chose commence à s'approcher à grande vitesse en direction du protagoniste. L'arbre est désespéré, le sol commence à trembler et quelque chose s'approche à grande vitesse. Singa est très effrayé et sait que cela vient de cette direction. Un crocodile, très sympathique, saute de toutes ses forces en direction du protagoniste et le protagoniste affiche un grand sourire et va tester à quel point sa compétence de guerrier est forte. En voyant cette scène, nous ne pouvons pas oublier le pied de biche, car il n'est pas passé par le portail. Alors, F pied de biche. Donc, en hommage au pied de biche, mettez un F pied de biche dans les commentaires. Tu aimes ma vidéo? Tu as regardé jusqu'à maintenant et tu ne t'es toujours pas abonné, ni appuyé sur le like. S'il te plaît, abonne-toi et appuie sur le like, d'accord? Sinon, F pour toi aussi. Et tu feras des cauchemars avec un slip de bain, au lieu des elfes à forte poitrine. Et, après cela, pour ceux qui ne sont pas abonnés, nous revenons à notre histoire. Le protagoniste fait un sprint vers le crocodile et, en utilisant sa capacité de saut, il saute très haut, sur le crocodile. Le protagoniste commence à ressentir une grande différence, en utilisant l'essence du guerrier ainsi, il va comparer sa force de guerrier avec celle d'un monstre de niveau 31. Et il prépare un coup avec toute sa force, avec son bâton métallique volé. La scène change pour la station 11, où Michel et Raoul constatent que la barrière n'a pas encore disparu. Même après une demi-heure. Il sait que, à l'intérieur du donjon, le temps passe 4 fois plus vite, donc. Là-dedans, 2 heures se sont déjà écoulées. Raph est surpris et se demande combien de temps le protagoniste va tenir là-dedans. Et il demande à Nichel si Kang ne pourrait pas tuer les crocodiles. Et Nichel dit, avec ses propres mains, c'est très difficile. C'est pour cela que je voulais lui donner le kit de survie, car les armes de ce kit sont fabriquées avec des armes d'un autre monde, elles ne disparaissent pas en passant par le portail. Le portail ne permet à rien de ce monde de le traverser, seulement les corps des personnes. Et Nichel, toujours désespéré, il dit que, même s'ils parviennent à vaincre un ou deux monstres, le plus difficile à obtenir est la nourriture et l'eau. Il dit qu'il est très difficile de survivre dans la jungle sans aucun supplément. Raoul et Nichel essaient d'imaginer et réalisent qu'il n'y a que des problèmes et encore des problèmes. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, le protagoniste fait un barbecue de crocodile. Car pour la nourriture, il s'en procure en tuant les créatures. Et il a un inventaire immense, rempli de nombreuses choses. Donc, faire bouillir, eau, filtrer l'eau, récipient, ces choses-là, le protagoniste a tout cela dans son espace dimensionnel. Et Singa, qui n'avait jamais mangé de viande de crocodile, trouve cela très délicieux. Le protagoniste est plus malin. Il en a déjà mangé et offre une bière à Singa. Et il dit que la bière avec de la viande de crocodile est très savoureuse. Ceux qui ont déjà bu de la bière avec de la viande de crocodile, dites-nous si c'est bon ou non. Je pense que ça l'est, parce que la viande d'alligator est super délicieuse. Singa est déjà ivre. Et elle dit que c'est excellent. Contrairement à ce que Michel et Raoul pensent, le protagoniste s'amuse beaucoup dans ce donjon. Raoul affirme que beaucoup de temps s'est déjà écoulé. Alors, il pense qu'il pourrait survivre là-dedans. Michel, qui est le bavard, n'ouvre la bouche que pour dire des bêtises. Il dit que ce sera très difficile pour eux, de se déplacer dans les marais. Et elle est surpris et demande, il y a des marais? Michel dit que oui, que dans cet endroit, il est difficile de marcher. Et, de temps en temps, les pires créatures apparaissent pour se battre avec eux. Michel informe que pendant qu'ils sont embourbés, des singes vont apparaître. Des singes, des rochers et des anacondas. Alors, le duo devra se battre contre des singes dans les arbres et des anacondas sous l'eau. Donc, selon Michel, ils n'ont aucune chance. Et Al s'exclame, mince, les singes attaquent dans les arbres? Des deux, le seul attaquant à longue distance est Singa, car il a la boule de feu. Et nous voyons la scène de nombreux singes dans les arbres, prêts à attaquer le duo. Et nous voyons dans cette scène Boka sans à dire que les boules de feu de Singa ne suffiront pas, car il ne connaît pas la petite chanson. Vous qui êtes curieux de la petite chanson, c'est parce que vous n'avez pas vu mes dernières vidéos. La petite chanson est comme ça, boule de feu qui tue tout le monde. Pelle, boum, adieu. Selon ce que dit le sage, moi, l'effet de ta boule de feu augmente de 10%. Selon ce que je dis. Nichel, après avoir parlé des singes, met la main sur son visage et dit que cela va être très difficile. Presque impossible pour eux de passer. Et nous voyons des dizaines de boules de feu se diriger en même temps vers les singes. Et là, c'est singe grillé, singe rôti, singe frit, singe cuit, singe bouilli. Et le protagoniste est là, en train de marcher. Brûlez-les tous. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas le slip de bain qui brûle. Le slip de bain est là, stupéfait. Et il dit, tu as toujours eu ces compétences? Comment se fait-il que je ne les ai jamais vues avant? Et on nous montre le protagoniste devant ses mages squelettes. Vous vous souvenez qu'il était au niveau 6 et qu'il a acheté les mages, qu'il ne peut utiliser qu'au niveau 10, n'est-ce pas? Le Bokina Santa ne porte pas la poisse maintenant. Il mange des nuits instantanées et n'en a offert à personne. Et Al se souvient que 4 heures se sont déjà écoulées. Alors, à l'intérieur du donjon, 16 heures se sont déjà écoulées. Et Al demande à Bokina Santa s'il ne pense pas que le protagoniste va réussir à terminer le donjon. Et Bokina Santa dit que, dans les donjons de haut rang, les monstres ne sont pas le plus gros problème. Bokina Santa explique que dans cet endroit, les plantes, les insectes, les animaux, n'importe quoi peut te tuer. Bokina Santa demande à Al combien il pense que Duba connaît la vie sauvage de cet endroit. Et Al désespère en apprenant qu'il y a beaucoup de choses venimeuses dans ce monde. Alors, s'ils en mangent, c'est la fin du jeu pour eux. Notre ami Singa, qui a déjà été sauvé 3 fois, trouve un fruit très délicieux et pense à le manger. Et il prend une très grande bouchée du fruit et demande au protagoniste pourquoi ce fruit est si sucré. Et Kang lui donne un avertissement.
Si tu manges ce fruit sans le cuire, tu vas mourir. Et immédiatement, Sangha crache ce qu'il avait mâché. Et Sangha demande à Kang pourquoi il n'a pas prévenu avant. Kang ne répond même pas et commence à sourire. Alors, Sangha pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Il demande au protagoniste pourquoi il en sait autant sur ce monde et Kang, dans ses pensées, dit qu'il est évident qu'il sait, car il a vécu 20 ans. Dans ce monde, ce danger est exactement comme la planète Alph, où il a vécu 20 ans. La nuit tombe, à la station où Nichelle et Al se trouvent. Et Al demande à Nichelle pourquoi il place tant de confiance en Kang, car ce Kang ne semble avoir aucun intérêt. À la guilde des Bokina. Santa dit que, ces 5 dernières années, il n'a jamais fait d'erreur, il ne se trompe jamais quand il repère un talent et Al, très souriant, dit qu'il connaît plusieurs de ces histoires, car il a trouvé de nombreux talents pour la guilde. Et nous célèbre par qu'un, qui est le rang? Ah, c'est lui qui l'a trouvé aussi. Alors, Bokina Santa dit que, quand il a vu Kang, il était certain qu'il serait le meilleur gars de la guilde. Encore plus fort que le rang que la guilde a. Alors, Bokina Santa dit que, même si le protagoniste ne rejoint pas la guilde, l'important est qu'il revienne vivant, car il va devenir un gars très fort à l'avenir. Et il sait que le monde et la Corée auront besoin de lui. Raoul est très excité et appelle Michel pour qu'ils prient ensemble. Et Bokina Santa dit que ça va être très difficile, qu'il revienne vivant, et elle change d'expression immédiatement et demande pourquoi. Et Bokina Santa explique qu'il défend cette pierre de retour. C'est un être très fort et très puissant. Et Al réfléchit. C'est pour cela qu'il a suggéré qu'il prie pour qu'il revienne en sécurité. Et c'est seulement maintenant que Al réalise que Michel est de Bokina Santa. Après cela, nous voyons le protagoniste et Sangha marcher en direction de la pierre de retour. Sangha est surpris, car il n'y a personne près de la pierre de retour, et elle est juste là, devant lui. Et Sangha, qui a déjà eu sa vie sauvée par le protagoniste plusieurs fois, marche tranquillement en direction de la pierre de retour. Et Kang le tire immédiatement en arrière, avant qu'il ne tombe dans un piège. Le sol où il marchait s'effondre soudainement. Et il apparaît dans un piège bien mortel. Heureusement pour Sangha, le protagoniste ne lui fait pas payer toutes les fois où il lui sauve la vie, car c'est maintenant la 5e fois. Sangha reste inattentif et, fixant le protagoniste, il le remercie de lui avoir sauvé la vie. Kang ne regarde même pas Sangha et continue de fixer la direction du cristal. Et l'idiot de Sangha demande pourquoi il regarde dans cette direction. Sangha est très surpris en voyant ce qui se trouve dans cette direction et demande au protagoniste qui sont ces gars-là. Dès lors, plusieurs ORCS attendaient les deux. Le protagoniste dit que c'est inattendu. Il se demande si ce ne sont pas des ORCS d'Alph, j'ai lu sur les ors, ce n'est pas pour plaisanter. Dans la société d'Alph, il y avait de nombreuses races, humains, elfes, nains, hommes-bêtes et d'autres types, comme par exemple les ORCS. Ce qui intrigue le plus le protagoniste, c'est ce que les ORCS d'Alph font dans un donjon. Alors, comment le protagoniste sait-il parler leur langue? Il demande ce qu'ils font là. Tout le monde est étonné, Sangha est étonné et les orques sont également surpris, et l'un d'eux se demande comment cet humain connaît notre langue. Alors, leur chef demande qui il est et comment l'humain de la Terre connaît leur langue. Kang dit que cela n'a pas d'importance. Le plus important est ce qu'ils font là, et le chef des orques dit qu'ils ont perdu leur maison. Kang demande au chef si Trident a conquis leur terre, et le chef des orques dit que c'est bien ce qui s'est passé. Le chef des orques informe que, après qu'une partie de l'équilibre des pouvoirs a disparu, Trident est devenu le maître de tout. Sur cette planète. La partie de l'équilibre qui a disparu est le Prota, car son pays était le plus puissant. L'ORC dit qu'ils sont là à cause du contrat qu'ils ont passé avec Trident. Et Kang demande quel contrat. En levant sa hache de guerre, l'ORC dit que, dans ce contrat, Trident promet de faire de la Terre le nouveau foyer des ors. Cela ressemble même à une scène d'un film que j'ai déjà vu. Alors, le chef des ORCS dit qu'il fera de la Terre leur nouveau foyer. Kang, souriant, dit que la Terre n'a jamais appartenu à Trident. Donc, leur contrat est inutile. Le Prota, menaçant les ors, demande comment ils osent envahir la Terre. Ils vont mourir à cause de cela. Et ainsi, le grand ORC donne l'ordre à tous ses guerriers ORCS de massacrer les deux. Et immédiatement, tous les ORCS sautent sur le Prota. Le Prota se tient avec beaucoup de détermination. Sangha, à ce moment-là, a certainement fait honneur à son surnom et a déjà paniqué. La scène change pour la station numéro 11, et Raoul et Bokka Santa sont en train de discuter. Raoul dit que la situation semble mauvaise, car 6h20 se sont déjà écoulées. Bokka Santa dit qu'il s'est pratiquement écoulé un jour dans le donjon. Soudain, la barrière protectrice change de couleur, c'est-à-dire qu'ils ont nettoyé un donjon de 4 étoiles. Et mieux encore. Avec seulement 2 personnes. Raoul reste bouche bée en voyant que le compte à rebours a disparu, car ils ont vraiment réussi à nettoyer ce donjon. Bokina Santa espère qu'ils sortiront de là en un seul morceau. Et, en regardant au fond du donjon, personne n'apparaît. Il attend un moment et rien. Et le temps passe. Raoul pense que ce donjon était trop pour eux deux. Bokina Santa a dit, allons-y. Raoul, je pense qu'ils sont morts. Mais soudain, il entend une voix. Sangha se plaignait. Il disait qu'il devrait utiliser un chariot pour transporter toutes les choses qu'ils apportaient. Le Prota et Sangha avaient pris toutes les armes de Zor. Et c'est seulement maintenant que Bokka Santa les félicite. De retour d'un danger à 4 étoiles, Kang demande pourquoi Bokka Santa est si heureux. Kang affirme qu'il n'avait pas besoin d'un kit de survie, cependant, la chasse a été très bonne. Kang a regardé les prix des choses qu'ils ont apportées. Il voit que le cuir de crocodile est très cher, donc Kang dit à Sangha. La prochaine fois qu'ils reviendront, il devra retirer le cuir de tous les crocodiles.
Singa pense qu'il ne fait que creuser des pierres de sang, mais maintenant. Son chef veut qu'il retire aussi le cuir de crocodile. Ainsi, le rêve de Singa de devenir le mage des flammes s'éloigne de plus en plus. Le protagoniste voit quelqu'un de connu passer. Et Singa demande quel est le problème. Le protagoniste dit que Genino passe par là. Et il demande à Singa de se tourner parce qu'il veut parler à Genino. Et Genino marche avec une belle fille. Le protagoniste appelle Genino par son nom, et il regarde déjà avec méfiance. Et il voit que c'est son frère aîné qui est dans la voiture à portée. La sœur de Genino regarde qui est dans la voiture et ne dit rien. Le protagoniste demande si Genino est en rendez-vous avec sa petite amie. Genino dit « Burke, bien sûr que non, c'est ma sœur ». Et Genino présente sa sœur aînée au protagoniste et dit que c'est celui dont il avait parlé auparavant. Soudain, la sœur de Genino regarde attentivement le gars et dit « C'est toi, Kang ?» Et Kang est surpris, car il connaissait aussi la sœur de Genino. La scène change pour le siège de la Guilde Hammer, où Bokina Santa suggère à son chef de donner le poste de vice-président au protagoniste. Le président de la guilde demande si cela en vaut vraiment la peine. Le téléphone sonne et la secrétaire informe que l'éveillé classé est de la Guilde Hammer. Il vient d'arriver. Park Jin-woo est surpris par la présence de Bokina Santa. Bokina Santa sait qu'il n'est qu'un simple employé. Alors, il décide de partir et de laisser les deux discuter. Jin-woo demande au chef de la guilde, qu'est-ce qui ne va pas avec Bokina Santa? Le chef de la guilde dit qu'il n'en a aucune idée, mais il semble qu'il ait rencontré un nécromancien et qu'il me demande de lui donner le poste de vice-président. Park Jin-woo a confiance dans les décisions de Bokina Santa, donc. Ils doivent tout faire pour amener le nécromancien dans leur guilde. Le président de la guilde dit que ce n'est pas comme ça, car, dernièrement, les personnes qu'il a recrutées sont terribles. Le président de la guilde dit que Bokina Santa avoir rencontré Park Jin-woo était une question de chance. Et Park Jin-woo dit au président de ne pas être si dur avec Bokina Santa. Après cela, le chef de la guilde change de sujet et demande à Park Jin-woo comment les choses se sont passées aux États-Unis. Park Jin-woo dit que les rumeurs sont vraies et qu'il y a vraiment quelqu'un de nouveau dans la guilde Titan, puisque les rumeurs sont véridiques. Alors, certainement quelqu'un qui est sorti d'un donjon est dans la guilde Titan. Maintenant, il y a une femme observée sur le moniteur et deux personnes discutent d'elle, se demandant comment elle va. La femme dit au blond que rien n'a changé. Elle continue de parler une langue étrange qu'ils ne connaissent pas. Elle continue de répéter des mots inconnus tout le temps, le même mot. Il semble qu'elle ait subi un traumatisme. Le blond dit que, de toute façon, elle était une pièce essentielle pour qu'il comprenne ce que sont les donjons. Alors, en parlant à son assistante, il lui demande de la guérir de toute manière, car ils doivent découvrir ce qu'elle sait, car cela fait déjà 5 ans que les donjons sont apparus et le monde entier ne sait rien à leur sujet. Encore. Le blond est le chef du guide de Titan, rang éveillé. Son nom est Dino mais nous l'appellerons Dino. L'elfe parle une langue que personne ne connaît et elle la répète tout le temps. En regardant vers l'horizon, nous avons vu que la traduction de ce qu'elle dit est le nom de Kang Rugin, qui est son propre nom. Ceux qui ont aimé et veulent une partie 3, il suffit de demander la partie 3 dans les commentaires. Le nom du MOA est également dans les commentaires. N'oubliez pas.